Bonjour. Bonjour à tous. Ravi d'être à nouveau là cette année pour ces débats du cercle. Nous sommes le deuxième et dernier panel de la journée, ce qui nous met un petit peu la pression à tous pour être certains de retenir votre attention. Un petit point d'agenda au préalable à vous signaler, à savoir que Monsieur le vice-bâtonnier Basile Adair, qui n'a pas pu intervenir en début, plutôt dans la journée, sera donc là en toute fin de l'agenda. Donc ne partez pas, il arrive, il sera là après notre... Enfin, il y a une autre intervention et donc en toute fin d'intervention aujourd'hui. Alors, pour ce panel, objectif ambitieux, question très vaste. Les environnements législatifs sont-ils adaptés aux stratégies d'intelligence artificielle des entreprises? Pour en débattre et pour permettre évidemment de cristalliser cette question très large sur une réalité à la fois économique et stratégique qui est susceptible de vous intéresser. Nous avons un panel très d'experts, vous le verrez, très intéressant, avec Monsieur Antoine Dubois, président de la société de conseil Atawao, spécialisée en innovation et transformation digitale, et société qui a dirigé une étude récemment publiée pour le PIPAM, le pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques, dont il va nous parler dans quelques minutes. Également Maxime Baffer, directeur général de la société Viva Technologies. Je suis sûre que vous avez tous entendu parler du salon Viva Tech. Donc Maxime Baffer est expert en communication digitale au sein du groupe Publicis pendant plusieurs années. Et maintenant directeur général de ce salon qui existe, enfin de ces sociétés, qui organise un salon qui lui-même existe depuis 2016 et qui est destiné, salon mondial pour les leaders et les startups du numérique, avec pas moins de plus de 100 000 visiteurs l'année dernière et j'imagine encore plus cette année. En tout cas, nous sommes vous êtes en plein dans la préparation. Donc merci d'avoir pu libérer un petit peu de votre temps. Alexandre Menet. Ah, vous n'êtes pas dans l'ordre. C'est pas grave, très bien. Alexandre Menet, secrétaire général du groupe Atos, qu'on ne présente plus, grande entreprise française de services du numérique, qui a aujourd'hui plus de 120 000 employés dans 73 pays. Et Alexandre, ancien avocat, directeur juridique, et depuis peu également nommé au collège de l'autorité de la concurrence. Félicitations, Alexandre. Et enfin, Cécile Wendling, directrice de la prospective du groupe AXA, également membre du haut comité d'experts de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle, et également membre du conseil d'administration de l'association Impact IA pour intelligence artificielle, dédiée au développement de l'intelligence artificielle responsable. Et vous verrez évidemment que la boucle sera bouclée quand on aura l'occasion d'entendre Cécile nous parler. Voilà, donc dans un premier temps, je vais laisser la parole à Alexandre Dubois. Antoine Dubois, excusez-moi. Le but étant évidemment nous mettre tous dans le bain de l'intelligence artificielle. On est plus ou moins familier du concept. Monsieur Dubois va nous présenter, nous définir ce dont il s'agit, mais également faire un état des lieux, en fait, pour distinguer entre le buzz médiatique de l'intelligence artificielle et la réalité, en fait, de ce que cela recouvre aujourd'hui dans l'économie et dans les applications, dans les innovations qui existent. Et je vous laisse donc la parole. Merci. Bonjour. Alors, donc je vais vous restituer en fait une partie de l'étude qui a été faite en 2018 pour le ministère des Finances. La question qui était posée par le ministère, c'est quoi l'intelligence artificielle, à quoi ça peut servir et quels sont les secteurs économiques où ça se passe dans le monde et où ça se passe en France.
donc la première chose, c'est à quoi ça sert. Donc ça, c'est une question qui occupe en général tous les débuts de réunion que j'ai fait pendant au moins 1 heure ou 2. Globalement, l'intelligence artificielle, ça sert à reproduire des tâches cognitives. Alors, un humain, il fait 3 choses en termes de tâches cognitives. Il commence en fait par faire des tâches de perception. C'est-à-dire que sur l'image que vous voyez, un humain, il reconnaît un chien, il reconnaît une route. Ça, c'est des éléments en fait qui reposent sur des exemples. C'est-à-dire l'humain a vu des images de chiens, l'humain a vu des images de route globalement, et il va reconnaître les éléments sur l'image. Les machines aujourd'hui arrivent à faire la même chose. À ce jeu-là, les humains, ils sont bons environ à 100%, et les machines aujourd'hui sont devenues bonnes à environ 100%. Une fois qu'on a fait une tâche de perception, ensuite on fait une tâche de compréhension. C'est-à-dire on analyse une scène. Sur l'image que vous voyez, il faut comprendre que le chien c'est un animal, qu'un animal c'est imprévisible, et comme c'est imprévisible, il peut sauter sur la route. Donc si je suis le conducteur dans une voiture sur la route, je suis dans une situation de danger. Ça, c'est toutes les informations qui ne sont pas sur l'image, qui sont autour du chien, qui sont liées à des choses que j'ai apprises et qui sont liées à des choses que j'ai vécues. À ce jeu-là, les humains aujourd'hui sont aussi bons à 100%. Ils font très peu d'erreurs globalement sur ce type de tâches. Aujourd'hui, les machines sont extrêmement mauvaises sur ce type de tâches. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent à reconnaître le fait qu'on est en situation de danger uniquement s'ils ont vu plus de 1000, 2000, 10 000 images de ce type-là. C'est-à-dire des images où on a dit à la machine, là il y a une route, là il y a un chien, il y a une situation de danger, il faut que tu ralentisses. Donc ça, c'est là où en est la machine aujourd'hui. Et la troisième chose que fait un humain, c'est de prendre une décision. Et le problème de la décision, en fait, c'est que ça repose toujours entre un équilibre, entre un gain et une perte. Dans la situation qui est là, si je suis dans la voiture et que je suis tout seul dans la voiture, je vais probablement ralentir. Si je suis dans la voiture et que derrière dans la voiture, j'ai quelqu'un qui est malade et que je vais à l'hôpital, je vais probablement accélérer. Donc la décision est différente en plus en fonction du contexte. À ce jeu-là, il n'y a aucune machine au monde qui est capable de prendre une décision. Ça, c'est important à comprendre. Les seuls cas de figure où ça fonctionne, c'est quand on joue au Go, quand on joue aux échecs. Dans tous les autres cas de figure, les machines aujourd'hui ne savent pas prendre de décision autonome. Alors ensuite la définition, il y a beaucoup de questions sur la définition de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui vient des années 50 avec les travaux d'un mathématicien anglais de génie qui s'appelait Alan Turing globalement, et c'était toutes les techniques qui ont été définies pour essayer en fait de simuler l'intelligence humaine. Donc aujourd'hui on a défini dans les années 50 pardon, on a défini à peu près toutes les techniques qui sont utilisées aujourd'hui. Le problème qu'il y avait dans les années 50, c'est qu'ils n'avaient tout simplement pas d'ordinateur. Donc en fait, les problèmes étaient trop compliqués à résoudre. Donc en fait, ils ont arrêté de travailler sur ces sujets-là dans les années 70. Dans les années 80, globalement, est apparu le concept de machine learning. Le concept de machine learning, ça consiste en fait à apprendre à la machine à apprendre, globalement. Donc de cette époque-là, en fait, datent des algorithmes qui sont très utilisés aujourd'hui, comme les moteurs de règles, par exemple. Dans les logiciels juridiques, il y a beaucoup ce type de choses. Ça a progressé dans les années 80 et ça s'est arrêté. Là, le problème, c'était une question de puissance de calcul et de données. C'est-à-dire on avait beaucoup de règles, mais pas assez de données sur lesquelles les appliquer. Donc c'est un peu reparti à la trappe. Ensuite, ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui s'est développée avec Internet à partir des années 2000. Et la technique qui a le vent en poupe, c'est la technique du deep learning, c'est-à-dire que j'essaye d'apprendre avec énormément de données. Donc Google, Amazon, Facebook ont popularisé ces techniques-là parce qu'elles ont des milliards et des milliards de données. Et là où ça devient intéressant, c'est que j'atteins des niveaux de performance qui sont proches de celles des humains, c'est-à-dire proches de 100%. Et donc c'est ce qui explique l'engouement actuel. Et les applications principales de l'intelligence artificielle aujourd'hui sont sur le traitement de la parole, c'est-à-dire je reconnais la parole, je reconnais le langage globalement et je suis capable de l'analyser, sur le traitement de la vision, c'est-à-dire je reconnais, je sais analyser une image, et puis sur des tâches d'analyse. Alors pourquoi tout le monde devient complètement siphonné quand on parle d'intelligence artificielle? Parce que ça porte une promesse en fait qui est de révolutionner les activités de service. C'est 75% de l'activité économique d'un pays comme la France. Aujourd'hui, l'IA challenge les humains sur les professions qui sont là, en particulier la vôtre. Pas sur toutes les tâches, mais quand même sur une partie des tâches. Donc c'est ce qui pose un problème en termes de révolution, c'est-à-dire qu'à terme, il y a toute une collaboration homme-machine qui est imaginée, qui n'est pas imaginée aujourd'hui. En plus, c'est une question qui est assez facilement évacuée, puisqu'on est plutôt dans une phase d'innovation. Mais globalement, quand on pose la question en disant « mais qu'est-ce que vous allez faire des gens globalement ?» je vais en fait me débarrasser de mes prestataires, ce qui est exactement la même question. Mais donc les gens ont tendance à évacuer la question. Une petite info sur la géographie, donc c'est toujours la course à l'innovation est toujours dirigée par les Américains, ça existe depuis 40 ans et ça continue globalement. Aujourd'hui, ils ont environ 1400 startups qui travaillent sur l'intelligence artificielle, donc c'est les startups qui sont financées. Donc ça représente grosso modo 2 fois la capacité d'innovation de l'Europe. L'Europe est à peu près à la moitié du chemin, à 600-700 startups en intelligence artificielle. Celui qui dirige
dirige la course en Europe aujourd'hui, c'est l'Angleterre qui a environ 200 startups, et ensuite c'est la France qui a environ 100 startups, un peu plus de 100 startups. Donc une fois que les Anglais seront partis, on deviendra leader en Europe. Donc ça, c'est pas mal. Comme quoi, le Brexit n'a pas que des inconvénients, en fait. Les limites actuelles. L'IA aujourd'hui ne peut pas remplacer des humains pour tout un tas de cas de figure, globalement. Mais les principales limites actuelles, c'est d'abord l'IA a une capacité de compréhension qui est extrêmement limitée. Sur l'image que vous voyez là, globalement, si on demande à un humain et une IA de reconnaître un chat et de reconnaître une valise, ils sont bons à environ 100%. Si on pose la deuxième question, est-ce que le chat tient dans la valise, globalement, les humains vont répondre bon à 100%, c'est assez facile comme question. Il n'y a aucun système d'IA au monde qui sait répondre à cette question. Aucun. Ça vous donne une idée de l'effort à obtenir. Le deuxième problème qu'on va trouver, pas dans tous les secteurs d'activité, mais dans un certain nombre d'activités, c'est la capacité à raisonner, à expliquer son raisonnement, en fait, globalement. Les gens qui font de l'IA appellent ça l'explicabilité. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, produit un résultat, mais ce n'est pas l'expliquer. Ce qui pose des problèmes en médecine, par exemple, ce qui pose des problèmes dans l'industrie. Donc, il y a tout un tas de secteurs, mais aujourd'hui, c'est un problème de fond. On ne sait pas expliquer un résultat et on ne sait même pas s'il est pertinent sur le plan statistique. Donc ça, c'est un sujet qui vous intéresse. Globalement, les intelligences artificielles qui ont été mises au point, elles ont été mises au point par des ingénieurs blancs américains, donc, qui utilisent des références de blancs américains. Donc il y a des biais dès que l'image doit détecter des gens de couleur, il y a des biais dès qu'on doit analyser les situations qui engagent les hommes et les femmes. Tout ça, c'est des biais aujourd'hui qui sont connus sur le plan cognitif. Le troisième élément, c'est la capacité de généralisation. Un humain, il va voir 3-4 oiseaux, images d'oiseaux qui sont en train de voler, il va en déduire que tous les oiseaux volent. Puis après, il va avoir une autruche, il va dire bah non, c'est pas vrai en fait. Il y a des fois, les oiseaux ils volent et des fois, ils volent pas. Et puis, il y a probablement un rapport assez simple entre le poids et la capacité de vol. Ça, c'est la capacité, ce qu'on appelle généralisation chez les humains. Dans l'image que vous voyez, le système d'IA qui a été entraîné avec des images de chiens, je ne sais pas reconnaître le 4e chien parce qu'il a des caractéristiques morphologiques un tout petit peu différentes des 3 autres. Donc aujourd'hui, c'est un des problèmes. Et puis le dernier problème, c'est l'efficience énergétique. Vous raisonnez avec une capacité correspondant à une ampoule électrique de 20 watts, globalement, alors qu'il faut des data centers pour entraîner des intelligences artificielles avec très bonne performance. Donc c'est les 4 problèmes de l'IA actuelle. Du coup, il y a 2 types d'IA qui sont en développement, qui sont en compétition aujourd'hui. Il y a une approche qui est plutôt l'approche des Américains, qui consiste à dire, moi je vais améliorer la performance de mon intelligence artificielle avec plus de données. Et même si je dois générer beaucoup de données pour y arriver, une fois que j'y serai arrivé, même si ça me coûte 10 milliards, une fois que j'y serai arrivé, globalement, je vais dupliquer les intelligences artificielles à coût zéro. Donc ça, c'est une approche. C'est l'approche dite de gros bourrin, globalement. Ça repose sur des modèles... voilà. C'est des modèles connexionnistes. Alors, le terme connexionniste, c'est la capacité de raisonnement de la vision. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous savez reconnaître un chien parce que vous avez vu des images de chiens. Et à un moment donné, quand vous voyez un truc à 4 pattes avec des poils qui a à peu près la taille d'un chien et qui fait « ouah », vous dites « je ne l'ai jamais vu, mais ça doit être un chien ». Et globalement, vous ne vous trompez pas. Ça fonctionne bien pour tout un cas tout un tas d'éléments de raisonnement et d'analyse qui sont basés sur la vision. Le problème, c'est qu'on fait aussi d'autres types d'analyses qui sont basées sur d'autres modèles cognitifs. Donc il y a une deuxième approche, qui est l'approche qui est plutôt des Européens et des Français, qui est basée sur le fait qu'on a moins de moyens que les Américains, qui est une approche en fait qui mêle des données, mais les données qui sont à ma disposition, globalement, et des règles. C'est-à-dire des choses que j'ai apprises à l'école ou des choses que j'ai apprises par l'expérience, en fait. Donc c'est un mix entre un modèle dit connexionniste, donc le modèle basé sur des données, et un modèle plutôt symbolique basé sur de la connaissance. Donc les principales recherches aujourd'hui essaient de mélanger ces 2 modèles, mais ce n'est pas facile à faire. Dernier point, ça c'est les principales recommandations qui sont issues du rapport, globalement. La première chose, c'est que l'usage sectoriel de l'intelligence artificielle commence juste maintenant à se développer. C'est-à-dire les technologies qui ont été mises au point, c'est des technologies qui simulent la parole, c'est des technologies qui simulent la vision, mais des technologies ensuite qui sont ces technologies appliquées au secteur de l'industrie, au secteur de la santé, au secteur du commerce, se développent juste. On est vraiment au tout début de ces éléments-là. Donc globalement, on a encouragé l'État à se focaliser sur des technologies plutôt sectorielles, des choses qui permettent d'améliorer en particulier le secteur de la santé, le secteur de l'industrie, le secteur du transport et le secteur de l'énergie. Le deuxième élément, c'est que
personne ne sait vraiment de quoi il parle quand il parle d'intelligence artificielle, en dehors des gens qui ont fait 10 ans d'études, qui sont mathématiciens, qui sont ingénieurs en informatique, qui ne sont vraiment pas très nombreux. La majorité, ensuite, ils sont payés par une fortune en allant bosser chez Google, chez Facebook. Donc il y a très peu de gens, en fait, qui savent de quoi ils parlent l'intelligence artificielle. Donc il y a un énorme effort de formation, acculturation à tous les niveaux de l'entreprise pour comprendre ce qu'on peut faire et pas faire avec de l'intelligence artificielle, et puis augmenter aussi le niveau d'expertise globalement des ingénieurs qui n'ont par exemple pas de culture statistique, parce qu'ils ne l'apprennent pas à l'école. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la création de zones d'expérimentation à grande échelle. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle, on part du principe qu'il va exercer le métier de chauffeur, eh ben, il faut qu'on conduise des voitures dans des villes, sur des autoroutes, dans des situations de montagne, etc. Et que donc, il faut qu'il apprenne à passer son permis. Donc une des façons d'attirer des compétences et de développer l'IA sur le territoire, en particulier le territoire français, c'est d'autoriser la circulation de véhicules autonomes sur des villes de 50 000, 100 000 habitants, jusqu'à un moment donné où on considère qu'elles sont suffisamment compétentes pour avoir leur permis de conduire. C'est pareil en santé, il faut finalement ouvrir l'accès à un hôpital, à toutes les données de santé d'un hôpital, pour permettre à des IA chirurgiens, pour permettre à des IA docteurs d'être mis au point par des gens qui innovent. Donc on a beaucoup insisté sur le fait d'ouvrir, de développer des zones d'expérimentation. Et puis le point qui n'est vraiment pas adressé, mais qui est important, et on a probablement qu'une trentaine d'années pour le faire, c'est d'imaginer la collaboration homme-machine à partir du moment où une IA est capable de faire exactement le même boulot qu'un humain. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra savoir qu'est-ce qu'on leur laisse comme champ d'application et qu'est-ce qu'on conserve, nous, comme champ d'application. Et ce n'est pas une question de créativité. Hein. Vous avez des IA qui composent des morceaux de musique, qui font des tableaux, et c'est indiscernable. Il y a des choses qui ont été faites, c'est indiscernable de ce que produit un humain. Donc la question de la créativité n'est pas la question. Les IA, à un moment donné, arriveront à exercer, ça va prendre 30 ans, 40 ans, arriveront à exercer à peu près tous les métiers que les humains, globalement, y compris le métier de juriste. Voilà. Merci. Je crois qu'il y avait une dernière slide, non? Ah non, d'accord. Ok, qui était celle qui montrait que un premier cabinet d'avocats avait été créé aux États-Unis, purement organisé autour de l'IA. C'est des gens de la tech. Alors, oui. En fait, il y a des gens de la tech aux États-Unis qui ont créé une société tech, mais ils l'ont enregistrée comme cabinet d'avocats. C'est la première société tech enregistrée comme cabinet d'avocats en Californie. Ça s'est fait il y a 1 an et demi. La société s'appelle Atrium et la société vient de lever plus de 65 millions de dollars. Leur ambition, c'est de vous remplacer. Enfin, c'est de remplacer les prestataires, donc, avant tout. Merci beaucoup. Bon, c'est tout de même, on a compris que ce n'était pas pour demain. Donc on a un petit peu le temps de s'organiser. Je pense que c'était intéressant de remettre un petit peu les pendules à l'heure avec cette présentation et cette étude dont moi j'ai retiré également ce point très important de l'enjeu que représentent les données. Et les données au-delà des données personnelles, évidemment, dans une approche sectorielle, puisque c'est plus pertinent, vous l'avez souligné, mais avec un vrai défi pour les entreprises françaises qui, aujourd'hui, dans leur secteur, dans leur activité, disposent évidemment de données accumulées de par les années et qui ont sans doute souvent, en tout cas, du mal à identifier leurs valeurs, à les valoriser et aussi peuvent avoir un réflexe de crispation sur ces données, alors que ce que l'on entend quand on vous écoute, mais aussi quand on lit cette étude, c'est que tout l'enjeu va être plutôt dans le partage des données. Donc comment organiser ce partage des données pour justement pas pouvoir concurrencer les entreprises américaines qui ont pris beaucoup d'avance, mais avec cette approche de connexion, vous avez indiqué cette approche, voilà, de pouvoir alimenter en fait un ensemble de règles et arriver à des solutions d'intelligence artificielle pertinentes pour un secteur et permettre quand même à la France et à l'Europe d'être également une championne d'innovation.
Donc pour nous, juristes et avocats, voilà, je lance la question. Effectivement, on parle d'open data dans le secteur public, mais il y a une vraie réflexion à mener sur le partage des données, l'organisation, l'encadrement et la protection d'un partage des données qui ferait du sens, qui ne viendrait pas, évidemment, organiser des ententes anticoncurrentielles, mais qui permettrait effectivement d'avancer, sachant qu'on n'est plus du tout à ce moment-là dans une logique de propriété, dans une logique de propriété intellectuelle et industrielle. On est vraiment sur une réflexion d'accompagnement et de valorisation et de travail à faire. Donc voilà, donc ça, ce sera sans doute un sujet pour d'autres débats et on aura avancé avec des exemples concrets de la façon dont ça peut se passer, sauf si vous avez de votre côté autour de la table des idées sur la question concernant l'open data dans le secteur privé. Je vous piège un peu parce que vous n'avez pas eu la question avant. Je crois que ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle, elle est alimentée par les données, et plus vous avez des données, plus l'intelligence artificielle est bonne. Donc, un des principaux freins aujourd'hui qui est identifié, notamment dans les entreprises traditionnelles, c'est que les données sont souvent organisées par silos, on a du mal à les récupérer, et donc clairement, je pense que ce sujet de l'open data, il est extrêmement important, open data aussi pour les entreprises privées, parce que si on veut que les algorithmes soient performants, il y a vraiment besoin, pour les entraîner, d'avoir le maximum de données possible. Alexandre Menet. C'était bon, je pense. Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais justement... la question n'était pas préparée, mais j'ai quelques chiffres que je voudrais partager avec vous, en fait, qui je trouve sont assez intéressants. Sur la quantité, bien entendu, des datas qui sont produites, échangées et traitées en ce moment. Il faut vous dire déjà qu'en ce moment, c'est tous les 18 mois, le volume double. Et moi, je ne suis pas scientifique, mais je trouve que les mots sont jolis. On est à 18 zettabytes aujourd'hui, ce qui représente 26 milliards d'objets connectés. En 2025, on aura 175 zettabytes, ça représentera 200 milliards d'objets connectés. Et enfin, alors pour les dîners en ville, 2030, on en sera au yottabyte. Ce qui représente, juste pour les mathématiciens, c'est 10 puissance 24. Voilà, pour vous donner ce que représente effectivement les milliards de données. Et c'est ce fameux, nous on a qualifié ça, on appelle ça le déluge de données. Et c'est effectivement un peu le sujet qui occupe avec l'intelligence artificielle. Ça a été dit par M. Dubois. En fait, à l'heure actuelle, Gartner considère qu'il y a 80% des algorithmes qui ne donneront rien. C'est ça qui est intéressant, en fait. Donc, on peut produire des algorithmes. Et la vraie différence, en fait, avec ce qu'on avait autrefois, c'est que, vous l'avez évoqué aussi, c'est que comme on est dans une intelligence, effectivement, numérique aussi, elle se reproduit et donc elle peut tourner seule. Et là, je reprends ma casquette de juriste. Le vrai enjeu, c'est comment on arrête l'algorithme. Alors après, il peut tourner tout seul dans son sens, mais le vrai sujet, c'est comment, effectivement, on va pouvoir le contrôler et le maîtriser. Voilà. Et sur le point de Maxime, le point, il est le suivant aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, dans vos entreprises, en fait, vous savez à peu près analyser 5% de vos données. C'est ça le sujet, en fait. Nous, on a fait des statistiques par rapport à tous nos clients. Vous ne savez exploiter que 5% de vos données. Et donc, effectivement, que devient le reste? Alors, il y a des contraintes derrière, réglementaires, il y a aussi pourquoi je vais le faire, etc., ce genre de choses. Mais voilà, le vrai sujet, à mon avis, c'est en effet celui de comment on va affronter le déluge des données. Merci beaucoup. Et donc, pour en revenir au paysage économique, Maxime Baffer, vous qui animez donc Viva Technologies et ce salon très prisé, quel est votre constat justement de l'émergence et de la position de l'intelligence artificielle dans ce milieu du numérique, en faisant la part entre le buzz marketing et la réalité? Alors, peut-être juste pour commencer, une petite anecdote. Vous êtes peut-être vu, et pour rebondir sur ce que disait Antoine, vous avez peut-être vu que l'Estonie a lancé une étude. En fait, l'idée, ce serait de remplacer les juges
pour tous les litiges de moins de 7 000 € et de confier le jugement à des algorithmes en fait, qui sont en train de tester et de voir ça. Donc avant la disparition des juristes, il y aura peut-être celle des juges. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est un peu paradoxale, avec un énorme écart entre ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle et puis la réalité de l'implémentation, même si les choses changent extrêmement vite. Derrière l'intelligence artificielle, il y a des promesses assez incroyables, les promesses de la voiture autonome, les promesses de la robotisation. On montrera à Vivatech cette année beaucoup de robots différents assez spectaculaires. Il y a parfois la perspective d'un remplacement des humains, que ce soit dans le travail ou même plus généralement d'une espèce de prise de contrôle par une intelligence artificielle extrêmement puissante. Et après, quand on regarde la réalité, peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà des Google Home, des Alexa, et il suffit de leur poser une question, et quand même très souvent, ça tombe complètement à côté. Et l'effet est quand même assez déceptif quand vous demandez de mettre une musique et qu'il allume une lumière, ou que vous cherchez une information et qu'il vous en donne une autre. Donc la situation, c'est celle-là un peu, c'est celle d'une promesse très forte avec des grands groupes de technologie qui investissent massivement, et pour autant, pas forcément encore de case study à très très grande échelle, et pas forcément, en tout cas dans les entreprises, pas encore vraiment de vision très claire sur les opportunités. Aujourd'hui, moi, d'après les études qu'on a pu regarder, les dépenses mondiales en intelligence artificielle, c'est 36 milliards, ce qui est beaucoup. C'est 2 fois plus que 2017, donc le rythme de progression est très important. Pour autant, c'est 3% des dépenses totales autour de la transformation digitale, donc c'est un sujet qui est émergent, qui progresse très rapidement, mais qui reste encore assez embryonnaire. 2/3 de ces dépenses sont faites aux États-Unis, donc là aussi ça donne une idée quand même du fait qu'il y a un vrai sujet de rattrapage européen et d'effet d'échelle au niveau européen, d'autant que la Chine est également extrêmement mobilisée sur l'ensemble de ces sujets et investit pratiquement aussi massivement que les États-Unis. Il y a une étude de McKinsey qu'ils avaient sortie à l'occasion de Vivatech l'an dernier, qui disait qu'en gros 50% des entreprises qu'ils ont interrogées, qui sont des entreprises comme les vôtres, plutôt des grandes entreprises CAC 40, Fortune 500, 50% des entreprises avaient déployé au moins un élément d'intelligence artificielle, mais seulement 20% en avaient déployé plus d'un. Donc vous voyez, on est vraiment beaucoup dans une logique aujourd'hui d'expérimentation. On essaye de trouver les case studies, de trouver où se trouve la valeur. Ce qu'on voit, c'est clairement que plus on est digital, plus on expérimente l'intelligence artificielle, ce qui est assez intuitif. C'est vrai que ceux qui mènent vraiment la danse là-dedans, c'est beaucoup les GAFA et les entreprises chinoises BATX que l'on connaît. Il y a néanmoins les 4 secteurs qui sont vraiment pionniers en matière d'intelligence artificielle, de ce qu'on peut voir, enfin en tout cas qui sont pionniers dans l'implémentation. C'est les télécoms, le digital au sens propre, les services financiers et puis le retail et le e-commerce. Donc c'est ces 4 secteurs où l'expérimentation est la plus rapide. Pour vous donner quelques exemples, je pense que vous en connaissez déjà beaucoup. Vous avez tout ce qui est le prédictif, utiliser les algorithmes pour essayer de prédire et donc pour derrière mieux ajuster ses stocks, ses ventes, son staffing, etc. Donc vous avez tout ce qui est la personnalisation qui devient extrêmement important en termes de marketing et de communication. Comment est-ce que j'envoie le bon message à la bonne personne? Comment est-ce que quelqu'un vient sur un site e-commerce, je lui propose les bons produits, je personnalise? Comment je recommande aussi les bons produits? Un exemple aussi classique d'intelligence artificielle qu'on voit de plus en plus, c'est évidemment les bots, c'est-à-dire les agents conversationnels. Le fait d'avoir une partie des services clients qui sont remplacés par des agents qui sont capables de répondre à des questions assez simples, qu'on voit beaucoup dans le domaine des utilities, des télécoms, etc. Autre exemple, tout ce qui est fraude, prévention de la fraude. On a une très belle start-up française qui s'appelle Shift Technology et qui est en train de déployer ses solutions d'intelligence artificielle pour détecter les fraudes à l'assurance.
dans le domaine aussi du diagnostic. Donc, ce sont les premières applications, et ça reprend très bien ce que disait Antoine Dubois tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est la prédiction, tout ce qui est l'évaluation, c'est des choses sur lesquelles l'intelligence artificielle est intéressante. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les retours sont extrêmement positifs. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça change très vite. Aujourd'hui, on est au stade de l'expérimentation, mais les retours que donnent les managers dans les études, dans les enquêtes qui peuvent exister sur les premiers tests d'intelligence artificielle, c'est très positif, que ce soit dans les domaines que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi dans le domaine industriel, supply chain. On sent vraiment qu'il y a un potentiel qui est là, qui est en train d'émerger, et c'est pour ça que tout le monde en parle, qu'on en parle cet après-midi, avec trois challenges, trois obstacles qui sont identifiés. Le premier, c'est celui dont on parlait à l'instant, c'est le déluge des données et la capacité à s'organiser, à avoir suffisamment de données pour alimenter ces algorithmes de façon performante. Et il en faut vraiment des quantités très importantes. Le deuxième frein aujourd'hui, c'est aussi ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est l'explicabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui déploient des algorithmes, mais qui ne sont pas forcément capables de comprendre pourquoi est-ce que l'algorithme arrive à telle solution plutôt qu'une autre, ce qui pose finalement énormément de problèmes et ce qui est un frein au déploiement. Vous avez une grande banque qui a déployé des solutions, notamment d'intelligence artificielle, pour pouvoir faire du scoring de clients en avance, avant que les clients ne s'inscrivent. Et très vite, s'est retrouvé le scoring étant le niveau de risque, présenter ça, le profil. Hein. Et vous avez beaucoup de clients qui ont été refusés sans que l'équipe de la banque soit vraiment capable de dire pour quelle raison. Ce qui, vous l'imaginez, soulève quand même pas mal de problèmes au niveau juridique. Vous le savez mieux que moi. Le troisième challenge aujourd'hui en matière d'IA qui nous est remonté par nos partenaires de Vivatech, c'est la question des talents. C'est la capacité à avoir suffisamment de gens, et ça aussi vous en parliez, de gens qui sont bien formés, de gens qui connaissent ces sujets. Il y a évidemment les data scientists, les gens qui sont capables d'appliquer les algorithmes, mais il y a aussi il y a aussi toute une série de tâches, pas forcément qui nécessitent un bac plus 12, mais en tout cas il y a besoin de cette main-d'œuvre-là. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'on a en France un très haut niveau de qualité de formation. Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, le niveau est un peu asséché par les entreprises internationales qui viennent s'implanter directement en France. Le nombre d'ouvertures de centres de recherche, vous avez Samsung, vous avez Huawei, vous avez évidemment Facebook, Google, vous avez Amazon sur les drones qui est en train aussi de se déployer. Donc clairement, il y a beaucoup de potentiel en France parce qu'il y a une main-d'œuvre qui est bien formée. Mais un obstacle aujourd'hui dans les entreprises, c'est vraiment la capacité à avoir accès au talent. Donc je dirais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément encore la réalité qu'on pourrait croire quand on regarde la télévision, parce qu'on est encore dans des phases d'expérimentation, mais on pourrait vraiment passer très vite à des phases beaucoup plus industrielles, compte tenu du potentiel. Merci. Alors justement, Alexandre Menet, dans ce contexte international, quelle stratégie a été choisie par Atos par rapport aux grands acteurs américains, notamment en matière d'intelligence artificielle? Alors déjà, en matière d'intelligence artificielle, pour l'instant, il n'y a pas de déterminisme technologique, si je puis dire. Donc les jeux sont encore un peu ouverts, si je puis dire. En revanche, et on ne peut pas renoncer aussi à ce qu'on est, en tout cas en Europe, et moi je suis un militant pour ça, un algorithme qui est une boîte noire, chez nous, il ne va pas rester une boîte noire. Voilà. Et donc c'est en fait un élément qu'on peut avoir différenciant, et vous allez voir que ce n'est pas incompatible avec ce que vient de dire Maxime, de faire un lab d'intelligence artificielle avec Google, comme on vient de l'annoncer il y a quelques jours. Alors, nous, en fait, on a, sur la base de ce qui a été dit, déjà, nous, on est une société qui a fait le pari avant tout des infrastructures par rapport à nos concurrents. Et effectivement, on est confronté en fait à trois sujets, et j'ai essayé de les mettre en perspective derrière pour aussi la population des juristes que nous sommes, à savoir quel problème derrière ça peut générer. D'une part, la fiabilité et bien entendu l'utilité des données.
ça a été évoqué déjà à plusieurs reprises. On sait qu'en fait, la plupart du temps, je vous l'ai dit, il y en a très peu qui sont exploités et souvent exploitables. Donc ça, c'est le premier sujet quand on va effectivement travailler sur l'intelligence artificielle. L'autre, qui vous paraît évident, bien entendu, mais c'est la sécurité, bien entendu, des données et la souveraineté de ces données. Les deux maintenant, la criticité des données, effectivement, les deux sujets sont désormais intimement liés. En sachant que quand je parle de la sécurité, c'est une relation maintenant qui se crée de proportionnalité. Vous parliez tout à l'heure de détection de la fraude. Typiquement, Amazon, en fait, a choisi d'avoir une politique antifraude qui est beaucoup moins importante sur les paiements. Vous savez, on a une société de paiement que d'autres concurrents, parce que derrière, en fait, c'est avant tout l'usage de la plateforme qu'ils veulent pousser. C'est important de prendre ça en compte. On peut avoir des niveaux de protection, de détection de fraude qui peuvent être ultra sophistiqués, mais après, c'est tout l'intérêt des plateformes. Et je parle d'un historique que j'ai connu quand j'étais chez eBay, où effectivement, bien entendu, les mécanismes de détection, avant tout, il fallait créer les usages, et c'est ça qui est important, bien entendu, de tenir en compte quand on parle d'algorithmes. Et enfin, le dernier point, c'est la capacité de traitement. Ça, c'est un point qui est très important, parce que on va voir se déplacer de plus en plus, finalement, il faut que le traitement se fasse ce qu'on appelle, alors le mot anglais, le edge computing n'est pas terrible, mais se fait en fait de plus en plus en périphérie. Je prends un exemple, la voiture en fait autonome. Vous avez toute l'informatique embarquée qui est déjà dans la voiture. Mais en fait, vous avez des enfants, ils ont leur smartphone, il y a les iPads, et puis il y a les informations que vous allez recevoir, etc. Et donc, pour qu'il n'y ait pas, justement, et à partir du moment où on est sur la voiture autonome, on l'évoquait tout à l'heure, de déconnexion, il ne faut pas que ça monte dans le cloud, entre guillemets, pour prendre une image, eh bien, il faut que tout ça soit traité à l'instant T et en même temps. Et donc, on va de plus en plus dans une informatique embarquée, où finalement, la gestion de l'infrastructure va se faire dans la voiture, dans l'avion, dans la maison, etc. Ça, c'est à venir. Et c'est ce qui va effectivement rendre aussi l'intelligence artificielle ensuite après beaucoup plus performante. En tout cas, nous, on travaille là-dessus et c'est des besoins que nous remontent nos clients. Alors, quand on a dit ça, en fait, je voulais juste peut-être essayer de vous donner de façon très pratique comment nous, on l'opère. Déjà, beaucoup de choses qui ont été dites, effectivement, il y a la première partie qui était la représentation. Donc là, on accumule de la donnée, on l'accumule, c'est très analytique. C'est un peu, on est parti de la statistique, et donc voilà. Après, il y a bien entendu tout ce qui est prédictif et prescriptif. Là, vous pouvez avoir quelques applications dans les secteurs d'activité que vous connaissez. Mais en fait, moi, j'ai essayé de me dire, et je l'évoquais tout à l'heure, de comment l'algorithme tourne, et finalement, on s'aperçoit qu'on pourrait essayer de les catégoriser, les expériences, en deux catégories. D'une part, une intelligence artificielle qui va être une intelligence de continuité. On va continuer, c'est un peu à augmenter, voilà, un petit peu l'intelligence. Et puis d'autres qui va être une intelligence un peu plus de rupture. Et vous l'avez en fait évoqué, où là, il va y avoir une véritable substitution de l'homme dans son application. Intelligence, en fait, de continuité. Typiquement, on est dans une usine. On doit graisser, je ne sais pas, par exemple, une machine. Les usages de la machine vont aider l'homme, en fait, à bien entendu pondérer, voilà, dire, tiens, à ce moment-là, il faut pouvoir mettre beaucoup plus de graisse. C'est un exemple très pratique. Intelligence, en fait, de rupture, là, en revanche, on a justement, par l'algorithme, par le numérique, une substitution complète de la décision qui va pouvoir être prise donc par l'homme. Ça, c'est les deux catégorisations en fait qu'on voit. Nous, on a participé, vous savez que chez Atos, en fait, un de nos actionnaires et partenaires historiques, c'est Siemens. Vous avez entendu parler de la plateforme MindSphere en fait, que commercialise en fait, maintenant Siemens. Il y a, en fait, c'est une espèce d'outils, ce sont des outils qui sont donnés. Et je crois que c'est important de bien prendre en compte, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est que l'algorithme seul ne peut rien faire. Le mathématicien, le statisticien, le data scientist, en fait, il peut vous faire le plus beau des algorithmes, mais s'il n'est pas avec le client derrière, pour pouvoir effectivement définir véritablement ses besoins, il va pouvoir tourner dans le vide. Et il va vous faire des algorithmes, bien entendu. Mais derrière, en fait, ce que vous allez pouvoir en retirer, il y aura très peu de choses.
C'est pour ça qu'en fait, il faut qu'il y ait cette coordination qui se fasse. Et aussi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je pense que derrière, c'est là où, là pour les juristes de la salle, il faut que le juriste soit associé aussi à ça, parce que derrière, après, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler après, la nécessité, effectivement, de définir un cadre. Moi, j'aime beaucoup l'idée qui a été dite tout à l'heure. En effet, c'est l'expérimentation. Je ne suis pas un spécialiste du médicament, mais avant de lancer, effectivement, on peut être dans des phases d'expérimentation avant de lancer automatiquement un médicament sur le marché. On pourrait prendre effectivement un parallèle, cette idée. On expérimente avant les algorithmes pour voir derrière quelles seraient les conséquences. Et tout à l'heure, vous avez parlé effectivement de la black box et du fait que chez Atos, vous ne souhaitiez pas d'intelligence artificielle avec une black box. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la raison d'être et de la mission envisagée, enfin qui doit être votée par les actionnaires d'Atos prochainement? Est-ce que c'est justement... une autre question par rapport au sujet d'aujourd'hui, est-ce que c'est pour pallier à un environnement législatif qui... et on posera cette question à Cécile également. Ce qui est certain, c'est qu'on le sait tous ici, le temps de la régulation du législateur versus le temps de l'évolution de la technologie, il n'arrivera jamais à se concilier. Ce qui est certain, c'est que les sujets d'intelligence artificielle vont probablement, et de façon plus large technologique, occuper en effet les parlementaires. Alors est-ce qu'il faut bloquer l'intelligence artificielle pour notre compréhension? Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a et Cédric Vallimy ne cesse de le pousser, ce message, une forte nécessité d'éducation. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, la technologie, à moyen terme, d'intelligence artificielle, je ne devrais pas le dire en tant que société, mais elle va vouloir, financièrement, ça ne va pas rapporter grand-chose. D'accord? Il faut bien le comprendre. Ça va être, voilà, c'est la fin du débat. Commoditisé. Et elle va être où, la valeur? La valeur, elle va être dans la régulation, vous avez compris, en fait. C'est ça qui va être important. C'est la façon dont vous allez l'utiliser. Et je pense que c'est là peut-être qu'on peut essayer de créer le lien avec la raison d'être, parce que si on prend un peu de recul, autrefois, finalement, on s'aperçoit que définir ce qui était bien et mal, c'était relativement facile. Si on prend un peu l'historique de l'humanité, même s'il y a eu parfois des déviances. En revanche, parce qu'on était sur des choses très morales, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut être considéré, ça peut être de l'éthique, mais le problème, c'est qu'on est dans une société où, à partir du moment où vous commencez à simplifier les choses, vous êtes suspect en ce moment. Et donc, en fait, c'est vrai que par rapport à ça, il va falloir arriver à le réguler. Et moi, je pense, et ça, c'est une conviction maintenant, on va avoir cette évolution dans la gouvernance des entreprises. Au même titre, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Nicolas hier, mais je pense fondamentalement que, à côté des comités d'audit, à côté des comités de rémunération, vous aurez des comités technologiques qui vont se créer, où ils vont justement se dire, mais attendez, notre technologie, on l'utilise pour quoi faire, hein? Et nous, quand on fabrique effectivement des ordinateurs qui potentiellement sont plus puissants que l'intelligence humaine, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Et ce n'est pas simplement une question après, je pense, d'éthique. Et c'est vrai que dans cette raison d'être, lorsque l'on dit, notre purpose, nous, c'est de dire effectivement, Atos façonne l'espace informationnel. L'espace informationnel, en fait, par comparaison avec l'espace terrien, maritime et aérien, qui est régulé effectivement, eh bien en fait, notre contribution, elle est là. Après, on explique pour qui on veut le faire et comment on veut le faire. Et en effet, il y a des liens avec les sujets que je viens d'effleurer, en fait, pour une entreprise qui se veut effectivement un acteur. Il y a aussi, bien entendu, derrière, notre place que l'on veut dans l'écosystème dans lequel on opère, l'attraction aussi, bien entendu, de talents qui est indispensable dans les métiers qui sont les nôtres. Donc, parfaite transition pour passer la parole à Cécile Wendling, qui notamment travaille justement sur cette étude qui vient de paraître par la Commission européenne. Oui, alors la Commission européenne a mandaté un haut comité d'experts indépendants, on est 52, et on a commencé nos travaux il y a 1 an pour 2 livrables. Un premier livrable qui est de définir qu'est-ce que serait que des guidelines éthiques pour l'usage et le développement d'intelligence artificielle en Europe.
Il y a un deuxième livrable qui est comment est-ce qu'on booste l'intelligence artificielle dans des secteurs clés en Europe pour faire en sorte qu'on ait des ruptures positives sur la mobilité, la santé, les telcos. Donc le premier livrable est sorti cette semaine, donc c'est tout chaud, tout beau, et c'est accessible en ligne. Alors, première chose, qu'est-ce qu'il y a de spécifique, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Beaucoup de rapports sont sortis sur l'éthique des algorithmes, l'éthique de l'intelligence artificielle. On en voit partout, et généralement, ces rapports listent des grands principes. Ces grands principes, on les retrouve pratiquement partout. Vous les trouvez dans la Déclaration de Montréal, vous les trouvez dans ce qu'a sorti le gouvernement de Singapour, vous les trouvez partout. En Europe, vous les trouvez également, et ils s'inscrivent dans le droit européen. Donc la première chose à retenir des guidelines, c'est le respect du droit, et de dire qu'il existe déjà dans le droit actuel, que ce soit le règlement général pour la protection des données personnelles, le droit du consommateur, et puis plein d'autres branches du droit, des éléments qui régulent d'une façon juridique par des politiques publiques qui encadrent l'usage de l'IA. La spécificité du rapport, ça a été de dire, c'est pas que des principes ou que du droit, c'est aussi des outils. Il y a deux types d'outils, des outils techniques, par exemple des outils algorithmiques, mathématiques, par exemple pour débiaiser un jeu de données. Et je vais donner un exemple. Et il y a des outils de gouvernance, c'est-à-dire que les entreprises peuvent se doter d'un panel d'experts indépendants ou d'un comité de gouvernance qui va décider de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas avec la donnée et l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Je vais donner des exemples sur les deux choses. Quand on pense aujourd'hui à, je prends des exemples dans mon secteur, l'assurance, on n'a pas le droit en Europe de faire une discrimination entre hommes et femmes quand on fait le prix d'une assurance auto. C'est la loi. Voilà. Statistiquement, quand vous avez un modèle statistique, c'est facile, vous pouvez contrôler les variables que vous rentrez dans le modèle, vous pouvez supprimer la variable genre. Mais si vous passez sur des modèles dits de machine learning, ben le machine learning, parce que les femmes et les hommes, on n'achète pas les mêmes voitures, on ne prend pas les mêmes couleurs, et ben au final, même si on lui a supprimé la variable genre, il va nous faire des clusters de points qui expliquent très bien le risque, parce qu'effectivement, les femmes, on a moins d'accidents de voiture, oui, sur la base de critères dont on a le droit juridiquement. Parce que oui, le modèle de voiture, on a le droit. Sauf que ça crée ce qu'on appelle une discrimination implicite. On a un biais non voulu qui rediscrimine hommes et femmes. Et ça, ces exemples, on les a. Il y en a beaucoup dans la presse, dans le recrutement, dans l'analyse de. Voilà, je pourrais multiplier les exemples de ce genre-là. Donc la question, dans les décisions de justice, justement. Voilà. Donc la question, c'est les outils mathématiques pour débiaiser un jeu de données, pour éviter un biais non voulu. Et enfin, les outils de gouvernance. Donc, nous, chez AXA, depuis 2015, on a un panel d'experts indépendants que j'ai l'honneur de co-chairer avec notre Head of Compliance, qui est sur exactement ça. Qu'est-ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas avec la donnée et les algorithmes et l'IA chez nous. Et je pense que c'est extrêmement important de faire remonter des cas pratiques, vraiment, sur d'IA, sur de la donnée, des données clients, des données employés, etc. Et se dire, voilà, ça. Donc, il y a évidemment l'étape du droit, évidemment la conformité. Mais après, est-ce que ça, c'est nos valeurs ? Si nous, par exemple, chez AXA, on dit diversité, inclusion, etc., et que l'algorithme, après, on a ce biais non voulu. OK, c'est nos valeurs, c'est pas nos valeurs. Et comment est-ce que nos équipes de R&D développent la brique technique pour éviter le biais ? Donc, les outils techniques et les outils de gouvernance vont ensemble, et c'est ce que démontre, ou c'est l'argument de ce rapport qui donne des exemples. Et enfin, la troisième chose que je voudrais dire, c'est que ce rapport propose une démarche qui est assez innovante, qui est de dire, les 52 experts, on a fait une liste de questions. Toute entreprise qui commence à développer une IA ou à utiliser une IA devrait se poser cette question. Je donne des exemples. Est-ce que vous avez regardé le type de menace cyber qui pourrait arriver de l'usage de cette IA ? Est-ce que vous avez regardé si une population en rétro-ingénierie est discriminée par cette IA ? Etc. Je ne vais pas toutes les lister, elles sont toutes dans le rapport qui est sorti cette semaine. Et l'idée, ce n'est pas de dire on vous impose d'utiliser cette checklist dans votre entreprise. Non, l'idée est de dire cette checklist, on a mis 1 an à la développer. Testez-la. Vous êtes une entreprise, vous prenez un projet d'IA et vous nous revenez. Donc on va mettre en place une plateforme en ligne où les gens pourront dire, voilà, moi je suis en santé, j'ai développé un algorithme d'IA, voilà pourquoi, c'est pour aider à mieux identifier les tumeurs du sein, etc. Formidable. J'ai utilisé votre checklist. Ben, ça m'a aidé sur tel aspect, je la recommande. Par contre, telle et telle question, non, pas du tout pertinent dans mon secteur ou pas du tout pertinent avec ces technologies. Donc, ce que je trouve innovant, la première chose que je trouve innovant, c'est pas attendre que la technologie soit partout. Aujourd'hui, vraiment, je suis très d'accord avec ce qui a été dit, c'est on est en mode expérimentation. Alors, expérimentons aussi les outils de gouvernance et les outils techniques. Testons-les. Deuxième chose, en faire un avantage concurrentiel et comparatif. Les États-Unis font de l'IA,
la Chine fait de l'IA, Israël fait de l'IA, ça a été très bien expliqué. On peut faire une IA différente, une IA qui ne discrimine pas. On peut faire une IA plus juste, on peut faire une IA plus explicable, plus traçable. Et ça, aujourd'hui, il y a énormément de chercheurs en Europe et énormément d'entreprises européennes qui parient sur ces technologies. Donc l'idée, c'est de dire responsible competitiveness. On va être compétitif, et on va être compétitif avec des outils responsables qui incarneront les valeurs des Européens. Est-ce que l'on peut imaginer, donc, comme on est à cette étape d'expérimentation et de concurrence mondiale, qu'à terme, nourri de ces retours d'expérience grâce à cette plateforme, finalement, l'Europe propose une réglementation, comme ça a été le cas en matière de données personnelles, pour créer une norme qui, d'une norme européenne, devient une norme internationale et élève le débat. Alors l'idée, c'est de ne pas préjuger en amont de cette expérimentation des conclusions. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. Donc on va vraiment jouer le jeu de cette expérimentation. La première chose que je voudrais dire. Deuxième chose que je voudrais dire, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'on voit sur les cas limites. Et je pense qu'il y a des cas où même ça ne sert pas les plus grands innovateurs de ne pas donner des réponses politiques. Et je vais prendre des exemples précis. Si on prend quelqu'un qui fait un algorithme de reconnaissance faciale, il peut tout à fait juridiquement le vendre à une dictature. Il n'y a rien dans le droit qui l'empêche. La question, c'est est-ce que ça, on le veut ou on ne le veut pas? Je prends un autre exemple parce que dans le High Level Expert Group sur l'IA, on a aussi par exemple des représentants des handicapés. Et eux veulent des robots sexuels. Est-ce que tout scénario est à mettre dans le robot ou est-ce que, par exemple, un scénario de viol est exclu du programme de ce robot? C'est des questions qui paraissent très prospectives, etc. Mais non, quand on regarde au Japon et quand on regarde certains robots humanoïdes, ça existe déjà, c'est déjà sur le marché. Et donc, les sociétés qui développent ces technologies nous disent il y a quand même des questions à se poser. Et donc, il est légitime aujourd'hui d'avoir des cercles et d'avoir des personnes qui se posent cette question. Enfin, ce qui me semble aussi intéressant, c'est de bien séparer ce qui est de l'ordre du rôle du régulateur superviseur et ce qui est de l'ordre du policy maker. Par exemple, à Singapour, il y a deux choses différentes. Il y a le principe de justification. Donc, le régulateur, le superviseur financier peut venir chez vous et vous dire les Indiens, la population indienne de Singapour, on constate qu'ils payent plus cher leur assurance santé. L'assureur peut dire à 95%, il y a plus de diabétiques dans la population indienne. C'est pour ça. Donc, le rôle du régulateur superviseur, c'est collecter la justification. Ça, c'est l'argument. Et après, c'est de dire, vous, le policy maker, est-ce que c'est acceptable socialement de dire qu'une population qui aurait plus de diabète paye plus cher? Et ça, c'est la décision du politique. Et donc, je trouve aussi extrêmement intéressant dans les expérimentations qu'on voit dans les pays sur justement ces guidelines, de se dire quel est le rôle de chacun, parce que chacun a un rôle, du concepteur à l'utilisateur, au régulateur et au policy maker. Donc à ce stade, vous ne préconisez pas de renforcement? À ce stade, on expérimente. Voilà, on expérimente. Jusqu'à l'été. Et j'avais une question, oui, mais allez-y. J'avais une question pour vous aussi, Antoine. Juste un point de vue de technicien dans un débat juridique. En fait, en intelligence artificielle, on distingue la donnée de la finalité. Dans la donnée, il y a la donnée de la valeur. Ça, les entreprises ont compris que la donnée a beaucoup de valeur. Et il y a aussi énormément de valeur dans le partage. Ça, aujourd'hui, les entreprises, et en particulier les entreprises en France, n'ont pas compris la valeur du partage. Il y a une vraie crispation sur j'ai des données et je les partage très difficilement avec les autres ou moyennant des conditions qui fait que c'est inutilisable par les autres. Donc aujourd'hui, la législation s'oriente, et c'est bien, vers l'organisation du partage de la donnée entre les différents acteurs. Et effectivement, à terme, c'est vers ça qu'on va aller. Ça, c'est le premier volet. Sur la législation relative à la finalité de l'IA, aujourd'hui, il n'y a pas réellement de législation par rapport à des IA, mais la première étape, en fait, c'est de s'orienter vers une législation qui soit la même que pour les humains. C'est-à-dire que pour une voiture, je vais construire une IA qui n'a pas d'accident, qui respecte le code de la route, qui s'arrête au feu rouge, qui s'arrête au stop, etc. Et on va aller vers ça. Mais ce qui va se passer, ça c'est à plus moyen terme, c'est qu'une fois que toutes les voitures ont une intelligence artificielle, elles vont communiquer entre elles, elles n'auront plus jamais besoin de panneaux, ni de feux rouges, ni de limitation de vitesse. C'est-à-dire qu'une voiture autour d'elle qui n'a pas de voiture pourra accélérer, parce que globalement, elle aura des risques d'accident relativement faibles. Donc à un moment donné, quand même, la législation robotique devra être créée.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il est évident que les robots auront besoin d'une législation différente de celle des humains, tout simplement parce qu'ils ne fonctionneront pas de la même façon. Je ne sais pas si vous avez juste un exemple pour illustrer ça. Facebook a construit plusieurs IA et à un moment donné a organisé une expérimentation sur une négociation commerciale entre 2 de ces IA. Donc ils ont commencé à négocier sur une base compréhensible et en fait, ce n'était pas assez efficace pour eux, donc ils ont inventé un langage. Ils ont totalement inventé un langage incompréhensible pour les humains qui leur permettait de négocier beaucoup plus rapidement. Et ils ont conclu en négociation en quelques secondes. Et ça, malheureusement, ça ne rentre pas dans une case, quelle que soit cette case, qui existe aujourd'hui. Donc c'est probablement ce qui va se passer. La législation va être effectivement organisée de manière à ce que ça obéisse au même que les humains, mais à un moment donné, il faudra basculer vers autre chose. Voilà. Et lorsque vous parlez de législation, vous pensez à ce qui régit la responsabilité civile, par exemple ? Oui, effectivement, la responsabilité morale et la responsabilité civile. De toute façon, la question pour le véhicule autonome, c'est que s'il a un accident, effectivement, il y a une responsabilité morale ou une responsabilité de la personne morale ou une responsabilité de la personne physique. Mais la responsabilité de la personne physique peut être difficile à prouver si les ingénieurs qui ont conçu le véhicule, ils ont fait des tests, ils ont respecté leurs spécifications, etc. Donc là, il y a effectivement quelque chose de nouveau à inventer. Cécile, représentant à la fois le groupe AXA et ce travail à la Commission européenne, la question de la responsabilité civile, elle est évoquée dans ces discussions sur l'éthique ou vous la parquez un petit peu en attendant que les choses se précisent ? Alors, je dois dire qu'il y a un autre High Level Expert Group qui est explicitement sur liability et sur les véhicules autonomes, etc. Donc, on a partagé ces 2 sujets. Je voulais dire un mot, plus côté prospectif, des questionnements que certains experts juridiques lancent comme ça, en mode plutôt brainstorming, mais que je trouve quand même intéressant. On est dans un monde du consentement explicite, et la question, c'est un monde d'intentionnalité. Et qu'est-ce qu'on fait de l'intentionnalité ? Par exemple, si jamais une IA capte que j'ouvre mon frigo, et que dans mon frigo, je prends des œufs, du lait, etc., un certain nombre d'ingrédients, il peut déduire que je vais faire des crêpes. Et donc m'afficher sur la porte du frigo la recette des crêpes, nickel, j'ai directement tout ce qu'il me faut, me sortir les bonnes proportions, voilà. Donc la question, par exemple, c'est cette intention, elle n'a pas été explicitement consentie, par exemple, de partager ces données, mais c'est quelque chose qui est déduit d'un comportement. Et donc, quel statut a cette information pour déclencher une décision, pour déclencher un partage, voilà. Donc il y a des zones comme ça du droit où la limite entre ce que peut faire l'algorithme et aujourd'hui ce qu'on collecte comme étant un consentement, comme étant quelque chose où explicitement on veut bien partager cette donnée, devient de plus en plus compliquée. Première chose. Deuxième chose, si on imagine une scène d'accident avec... il n'y en aura pas très peu parce qu'il y a beaucoup moins d'accidents avec des véhicules autonomes, mais vous avez plusieurs véhicules qui se sont parlé entre eux. Ce n'est pas un seul véhicule. Vous aurez plusieurs éléments de l'infrastructure qui aura échangé avec les véhicules. Feu tricolore, tout ce qu'on veut. Mais comment est-ce qu'on fait après pour arriver dans cet espace et pouvoir avoir un device qui nous dit voilà tous les flux de données qui étaient concernés par l'accident, savoir où est-ce qu'ils ont été stockés, où est-ce qu'on les retrouve et quelles en sont les conditions d'accès. Est-ce qu'on accède juste l'heure où il y a eu l'accident, 24 heures avant, 24 heures après, tous les véhicules dans le paramètre de 2 km autour, 500 mètres, 50 mètres, etc. Donc en fait, le diable est dans les détails. Il ne s'agit pas juste de dire voilà à quoi on accède, etc., mais qui accède, etc., et qui porte aussi le coût, parce que c'est un coût de stocker la donnée, c'est un coût de la protéger d'attaques cyber, oui. C'est un coût de faire en sorte qu'elle soit propre, qu'elle soit utilisable, qu'elle soit fiable. Voilà. Donc en fait, ce qui est passionnant avec ces travaux actuellement, c'est que plus on ouvre des portes, plus on se rend compte qu'en fait, les sujets sont très interconnectés, et c'est à la fois des sujets technologiques, des sujets business, et des sujets sociaux et politiques du vivre ensemble dans un monde de données. Et ce qui est intéressant dans le domaine des transports, c'est que jusqu'à présent, les boîtes noires servaient à expliquer, à trouver les raisons d'un accident. Et là, avec l'IA, on parle d'une boîte noire qui, justement, au contraire, ne permet pas d'avoir les explications. C'était le problème de l'explicabilité dont vous parlez. La question que j'avais pour vous, Antoine, par rapport aux commentaires d'Alexandre un peu plus tôt, c'est ça fait du sens une intelligence artificielle sans boîte noire pour l'innovation, pour le futur? Au sens pas explicable ou au sens... Oui, au sens effectivement de pousser les algorithmes à créer leur propre langage, leur propre raisonnement, leur propre méthodologie pour arriver à un diagnostic. Et puis on arrive avec ce diagnostic et on n'arrive pas
on n'arrive pas à l'expliquer, mais si on veut tout expliquer, est-ce qu'on ne freine pas la puissance du travail de l'intelligence artificielle? Il faut plutôt le voir aujourd'hui comme une imitation technologique. C'est-à-dire les humains, ils arrivent à expliquer ce qu'ils font d'une manière ou d'une autre. Donc à un moment donné, une IA... Plus ou moins, mais en tout cas, on peut le juger sur ce qu'il a expliqué. Donc globalement, et décider s'il y a un délit et s'il y a condamnation, etc. Donc à un moment donné, on arrivera à trouver un modèle où on arrive à faire travailler une IA de la même façon que travaille un humain. Le problème de la boîte noire aujourd'hui, encore une fois, c'est très particulier. C'est lié aux algorithmes de deep learning. Les algorithmes de deep learning sont des algorithmes qui font de la classification d'informations sur une base de données qui sont gigantesques. C'est ce qu'on appelle du raisonnement inductif. Le raisonnement inductif, c'est un des raisonnements qu'utilisent les humains. C'est-à-dire que je vois un truc assez gros qui fonce sur moi avec une trompe. A priori, c'est un éléphant, c'est dangereux, il faut que je bouge. Donc ça, c'est un raisonnement inductif assez simple, qui est assez vieux, globalement, qu'on utilise tout le temps. Mais on a des modes de raisonnement par analogie, on a des raisonnements déductifs qui sont différents. Ce qui n'arrive pas à reproduire aujourd'hui les ingénieurs, c'est la capacité de l'humain à changer de mode de raisonnement en fonction de là où il se trouve et du problème qu'il a analysé. Mais à un moment donné, on va y arriver. Là, on a cité deux modes de raisonnement qui sont le mode connexionniste et le mode symbolique, mais il y en a 5 ou 6 autres, globalement, qu'utilisent les humains sur une base régulière. C'est juste qu'aujourd'hui, les ingénieurs n'arrivent pas à reproduire l'ensemble des raisonnements. Et en plus, n'arrivent pas à switcher d'un raisonnement à un autre quand c'est nécessaire. Mais à un moment donné, j'imagine qu'on va y arriver. Par contre, juste un point, c'est intéressant sur le véhicule autonome. Si on place le débat du véhicule autonome sur le plan strictement économique, et pas juridique ou moral, si vous êtes dans un véhicule autonome qui a le choix entre écraser un piéton ou foncer dans un mur et vous tuer, globalement, vous achèterez un véhicule autonome qui écrase le piéton. À aucun moment sur le plan économique, vous trouvez intéressant d'acheter un véhicule automatique car un cas de figure est susceptible de vous tuer. Donc alors, c'est pas très moral, mais en tout cas, la réalité économique, c'est ça. Je vois difficilement un constructeur automobile dire, voilà, mon véhicule autonome, il est moins bien que celui de l'autre parce que de temps en temps, il peut vous mettre dans le mur. C'est difficile à vendre, quoi. Non, c'est une absence de données, puisque le piéton écrasé peut être un ingénieur IA performant d'une très grande valeur économique. Bon, pour en venir plus sérieusement, justement, alors à l'aspect économique et à l'écosystème des startups et PME, Cécile, vous travaillez avec l'association, c'est une association, ou un collectif Impact IA pour justement prendre en compte le fait que toutes les entreprises n'ont pas les moyens d'investir dans la recherche et l'innovation en matière d'intelligence artificielle. Oui, et donc pour les aider à accéder tout de même à ce type d'innovation. Oui, on est plusieurs grands groupes. Donc il y a Thales, Microsoft, Orange, AXA et beaucoup d'autres. À se dire, on peut partager nos outils techniques ou nos outils de gouvernance. Pourquoi? Parce que si nous, on a les moyens de développer un algo, justement, comme je disais, pour débiaiser sur le genre, tout le monde n'a pas les moyens de développer cette brique de R&D. Première chose. Deuxième chose, nous, on a, depuis 2015, l'expérience d'avoir ce panel lié à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas sur données et l'IA. Il y a des tas d'autres entreprises qui se disent, et si moi, je vais faire un panel, autant qu'on partage, qu'on puisse leur dire, voilà, etc. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition une librairie en ligne d'outils pour qu'on apprenne tous ensemble et qu'on apprenne plus vite. Ça, c'est la première chose, c'est notre pilier IA responsable. On a un deuxième pilier qui est l'éducation à l'IA. Et pas juste l'éducation au sens des doctorants, des postdoctorants, etc., mais l'éducation d'une école de la deuxième chance, de tout le monde, parce qu'on aura besoin de comprendre la base de l'IA. On a un troisième pilier qui est vraiment sur l'IA for good. Il y a des grands challenges aujourd'hui. Par exemple, il y a des populations qui, sans plus d'IA, d'analyse de voix, etc., voilà, eux ne peuvent pas accéder à certains services. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire des activités. Donc, on est une association, la 1901, non-for-profit, mais qui rendent l'IA plus accessible, plus utile et plus responsable pour tout le monde. Du coup, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que tout le monde peut contribuer. Si vous, dans votre entreprise, vous avez un outil que vous voulez mettre en open source, que vous voulez partager, c'est un clic et un formulaire en ligne, vous partagez. Donc c'est un peu un appel à dire faisons vivre cet outil, parce que cet outil nous rend tous collectivement plus forts, plus rapidement. Oui, Maxime. Si je peux juste réagir là-dessus, je crois que c'est un élément qui est très important parce qu'il y a vraiment une stratégie de soft power de la part des grands intervenants américains, notamment sur l'intelligence artificielle, qui consiste à proposer en open source extrêmement, beaucoup d'algorithmes, beaucoup de solutions. Vous disiez tout à l'heure, les algorithmes, c'est pas nouveau, ça existe depuis 30 ans. Et vous avez, par exemple,
Google avec TensorFlow, vous avez Facebook qui a aussi une politique, tous les grands américains ont des politiques d'open source extrêmement actives, et ce qui leur permet derrière d'amener beaucoup d'entreprises à utiliser leurs solutions qui sont gratuites et qui fonctionnent extrêmement bien. Et derrière, ils les ont dans leur giron, ils sont capables de suivre, ils sont capables de vendre des services additionnels. Donc il ne faut pas sous-estimer, je dirais, cette stratégie d'influence très forte dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je trouve que c'est très positif, notamment des groupes français ou européens qui ont cette stratégie d'IA explicable, éthique, etc., participent aussi à ce mouvement parce que voilà, d'autres ne nous ont pas attendus. L'autre chose que je voulais dire aussi, il y a une enquête qui est sortie récemment et qui a montré que 40% des startups qui disaient faire de l'intelligence artificielle, en réalité, ne faisaient absolument pas d'intelligence artificielle. Ouais. Donc il faut se méfier beaucoup des effets de mode dans le domaine de la tech. Vous avez des choses qui partent en flèche comme ça et certaines retombent. Gartner l'explique très bien. L'impression 3D qui a été il y a 4-5 ans, tout le monde en parlait, ça allait tout remplacer. Puis finalement on a l'impression que ça a disparu, que ça ne marchait pas. En réalité c'est en train de revenir, mais parce qu'il y a eu une maturité, parce que les essais ont été faits. Voilà, donc on est vraiment aujourd'hui dans cette phase de buzz énorme sur l'intelligence artificielle et tout n'est pas, parfois, derrière l'intelligence artificielle, on a des bons vieux méthodes de scoring classiques, on a des choses qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle. C'est un bon point à garder en tête pour tout le monde. Je crois que dans le même ordre d'idées, pour cette communauté de juristes que nous sommes, quand on parle d'intelligence artificielle, comme on parle de données nécessairement, on a tendance à penser immédiatement données personnelles et à se dire, bon, il y a une réglementation sur les données personnelles et donc on doit faire très, très, très attention et sans parler d'un frein, mais en tout cas c'est un point d'attention certain pour nous, mais j'ai l'impression que dans la réalité et notamment de ces expérimentations sectorielles qui se mettent en place et qui sont recommandées, la dimension données personnelles n'est pas la plus importante. Elle est là, mais elle peut être traitée pour arriver tout de même, je pense au secteur de la santé notamment, à arriver à trouver des solutions, à faire des diagnostics et l'aspect personnel des données est traité en amont évidemment par l'anonymisation et d'autres procédés. C'est un aspect... Pareil dans l'énergie d'ailleurs aussi, puisqu'on parle, il y a les compteurs, les grands débats sur... Dans l'énergie, on est plutôt sur de la donnée machine. C'est une autre législation que la donnée personnelle. Le problème en santé, c'est qu'il n'y a pas de difficulté technique à anonymiser des données et rendre les données anonymes, mais en fait, si je veux vraiment faire progresser la recherche sur les maladies, j'ai besoin de connaître presque tout. C'est-à-dire que le fait qu'une personne ait été malade, le fait qu'on lui ait donné tel traitement, et le fait qu'elle en soit sortie ou pas, c'est très très insuffisant aujourd'hui. Globalement, il faut savoir où est-ce qu'elle a vécu, il faut savoir quel âge elle a, il faut savoir qu'est-ce qu'elle a mangé. Globalement, il faut savoir ce qu'elle a comme activité par ailleurs. Et tout ça fait progresser la science. Donc ça consiste quand même à savoir pratiquement tout sur une personne. Alors, et globalement, même si je n'ai pas le nom, le prénom, etc., si je sais où elle habite, si je sais quel âge elle a, etc., à un moment donné, je vais quand même remonter à la personne. C'est toute l'ambiguïté aujourd'hui sur la donnée de santé. Donc il y a un équilibre qui est vraiment pas facile à trouver. J'ai besoin de savoir plus de choses pour faire progresser la science et respecter effectivement la vie privée qui est quelque chose effectivement d'important. Cécile ? Oui, il y a aussi des cas aussi dans les débats en disant, imaginons qu'on anonymise parfaitement, ce qui est loin d'être le cas, parce qu'on a plein de chercheurs qui nous montrent des techniques pour désanonymiser des datasets, c'est très compliqué. Mais imaginons qu'on a vraiment c'est parfait, mais que les médecins qui travaillent sur le jeu de données disent, alors là, on a 200 personnes dans le dataset, il faudrait les appeler dans les 24 heures. Parce que franchement, quand on voit les résultats, si ils ne sont pas pris en charge, il va y avoir un problème. Et là, vous leur dites, ah ben désolé, on a complètement anonymisé, donc ces personnes-là, on ne peut pas les rappeler. Du coup, ça demande aujourd'hui des nouvelles technologies pour travailler sur des techniques, des nouvelles formes de techniques pour protéger la vie privée, des nouvelles formes de techniques pour partager de la donnée en confiance, où on peut avoir des filtres ou des accès cryptés, faire de l'IA sur une donnée cryptée et pas sur une donnée non cryptée, etc. Donc les choses vont arriver aussi par rapport à ces obstacles. Donc ce qui est bien, c'est qu'on connaît beaucoup d'obstacles et beaucoup de challenges. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des tas de gens innovants qui sont en train de chercher à les résoudre. Oui, parce qu'on voit bien qu'il faut pouvoir encadrer, en fait. Oui, et à ce titre, je disais à Cécile que l'expérimentation, c'est là où elle est indispensable, premièrement. Et deuxièmement, aussi pour rebondir sur ce qu'on disait Maxime sur effectivement l'open source de la majeure partie de ces outils,
voilà, la différence, c'était le sens aussi tout à l'heure de ce que je disais sur le partenariat qu'on peut faire avec Google, la résistance aussi qu'on doit avoir par rapport au Cloud Act, hein, qui est un élément qui vous touche tous, c'est justement par des outils de sécurité, je l'évoquais tout à l'heure, dans ce que nous, nos préoccupations quotidiennes, comment, et c'est dans notre raison d'être, puisqu'on parle de protection, voilà, et ce sont des éléments qui vont être déterminants. Et là, je peux vous dire, la technologie, elle existe. Et ça va être, c'est là où pour les entreprises en fait, européennes, où il y a, et on l'a déjà dit depuis maintenant quelques minutes, où il y a vraiment une opportunité différenciante par rapport à nos différents concurrents chinois et américains. Le vrai sujet, je pense, malheureusement, GDPR nous a tous fait grandir, ça c'est certain, et il faut saluer l'initiative, sauf qu'on a quasiment tous grandi en même temps, et qu'en plus on nous a fait grandir en grande partie sur des standards qui ont bien été poussés par les Américains, qu'on le veuille ou non. Et en fait, là, il y a encore un enjeu qui est majeur, en fait. Vraiment, les données, la partie fiscale, la partie concurrence, en fait, vont vraiment être des enjeux pour les acteurs, en fait, européens, par rapport à nos concurrents étrangers. Et je pense que tout ce qu'on vient de dire, il doit vraiment être pris en compte comme, en tout cas, moi, je le vois comme une belle perspective, en fait, pour les sociétés européennes. C'est peut-être le moment de passer à vos questions, si vous avez des questions dans la salle. Cela vous laisse perplexe. Antoine Célin, donc avocat. Moi j'ai une question sur le raisonnement des machines dont vous avez parlé. Vous avez dit qu'à un moment donné, les machines ont commencé à négocier entre elles, et qu'elles sont arrivées à une solution compréhensible pour l'homme, mais qu'on n'a pas compris le cheminement intellectuel de cette décision. Donc je vois là un très très grand danger, parce que si les machines commencent à décider des choses et qu'on n'arrive pas à trouver le cheminement qui a conduit à cette décision, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'un abîme abyssal ? Alors c'est un point de vue, mais la réalité technologique fait que les machines inventeront des modes de raisonnement que les humains n'ont pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas inventer d'autres machines pour contrôler le raisonnement de ces premières machines. Mais c'est justement ce que les expérimentations aussi doivent permettre de définir à un moment donné, quel est le cadre pour cette prise de décision, et on contrôle encore aujourd'hui la décision ou pas d'aller plus loin avec cette solution spécifique. C'est tout le travail, je pense, qui est fait. Mais oui, bien sûr. Enfin, je pense qu'on a tous raison, mais on peut faire une comparaison avec ce qui se passe dans le domaine génétique. Il n'y a pas de limite non plus à ce qui peut être fait aujourd'hui. Donc c'est un petit peu le même raisonnement qu'il faut appliquer à l'intelligence artificielle, voir vraiment de quelle manière encadrer pour l'intérêt, le bien commun et l'intérêt général, et évidemment avec le risque que nous ne soyons pas tous d'accord sur ce cadre au plan international. Je pense que, je ne vais pas voir. Une autre question ? Bonsoir, Déborah Vossi, avocat. Moi, j'ai une question sur la limite que vous mettez sur l'environnement législatif entre l'aspect éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour revenir sur votre exemple de voiture autonome, quand on établit des scénarios catastrophes et qu'en face, la personne qui traverse, alors qu'elle ne doit pas traverser, c'est une jeune femme avec des jumeaux dans une poussette, ou un homme seul. La question du choix de la voiture autonome quand elle est confrontée à une décision, et le cadre réglementaire dur, donc pas de la soft law à ce moment-là et pas de la décision de comité éthique, qui interdirait les développeurs d'intelligence artificielle de ne pas franchir certaines limites. Par exemple, Alexa
qui, sous prétexte, enfin, c'est pas un prétexte, mais pour l'amélioration de la reconnaissance vocale, écoutent des conversations qui ont lieu quand on utilise Alexa au départ, et les personnes qui écoutent pour améliorer la reconnaissance vocale auraient accès au numéro d'identifiant de la box Alexa, donc à la personne qui a ces conversations. Quelle est la limite entre ce qu'on considère comme éthique et ce qu'on impose comme cadre réglementaire strict? Dans la définition, en tout cas pour le rapport, il y a ce qu'on considère comme juridique, etc. C'est là où le droit existe déjà, et on parle de compliance, et on définit comme ce qui est la zone dit parfois responsible ou éthique ou trustworthy dans le rapport, c'est post-compliance, ou ce qui va au-delà. Donc on le fait par rapport à l'existant. Aujourd'hui, voilà ce que dit le droit, et après il y a d'autres questions où certains acteurs peuvent s'auto-limiter, s'auto-contraindre, sans pour autant que ce soit pour être compliant. Donc on parle de post-compliance éthique. Alors, le point de vue de l'ingénieur, en fait, sur les aspects, à partir du moment où j'ai pas de limite, globalement, j'essaie de mettre au point mes produits avec le meilleur niveau de performance possible. Le fait d'écouter les conversations d'Alexa correspond, alors il y a des dérives, hein, c'est pas ma question, mais correspond au fait d'améliorer la performance des systèmes. Donc, tant que j'ai pas un règlement ou une loi ou une règle interne de compliance qui m'empêche de le faire, mon objectif est de pousser la performance le plus loin possible. La question de l'éthique, c'est une autre question. C'est une question importante, mais difficilement modélisable pour un ingénieur. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a des travaux qui sont faits au MIT autour d'une plateforme qui s'appelle The Moral Machine. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme-là. En fait, ça consiste finalement à poser tout un tas de problèmes moraux, c'est-à-dire des dilemmes, c'est-à-dire j'ai un choix à faire et j'ai que des mauvais choix possibles globalement, et donc d'essayer d'identifier le moins mauvais choix. Cette plateforme-là, elle est accessible à tout le monde globalement. Il y a plusieurs centaines de milliers de gens qui ont répondu au questionnaire, et ça correspond effectivement à savoir si est-ce que je dois écraser, donc dans le cas du véhicule autonome, est-ce que je dois écraser une personne seule ou plusieurs personnes, est-ce que je dois écraser une personne âgée plutôt qu'une personne jeune, etc. Et le résultat de cette analyse-là fait qu'il y a des différences culturelles. Il y a des éléments sur lesquels les humains n'ont pas beaucoup de différences, mais il y a des vraies différences culturelles. Par exemple, les Européens ou les Européens ou les Américains ont tendance à minimiser le nombre de victimes, là où les Asiatiques et les Japonais en particulier ont tendance à minimiser les accidents avec les gens qui respectent les règles, versus le nombre de gens qui ne respectent pas les règles. C'est une vraie différence. Donc pour conclure, merci beaucoup Antoine, vaste débat, mais la question, est-ce que l'environnement législatif est adapté? On peut, pour prendre une conclusion courte, dire oui dans la mesure où on est encore à la phase vraiment expérimentale de l'intelligence artificielle, mais il faut déjà être en alerte et identifier les problématiques à venir, c'est ce qu'on a essayé de faire cet après-midi, et il y aura des ajustements à faire. La question de l'éthique est intéressante, mais ça me fait penser au débat précédent, du panel précédent sur la raison d'être. Voilà, il y a un moment où on ne peut pas se contenter et s'en remettre simplement à des valeurs qui vont être interprétées de manière diversifiée, et un cadre peut être nécessaire pour ça, mais j'ai envie de dire à suivre pour le prochain épisode. Voilà, merci beaucoup Alexandre, Antoine, Cécile, Maxime.